Alors, nous sommes toujours dans la dernière partie, dernière vidéo sur le sport et ses définitions. On aborde maintenant les années 80-90 alors qu'on vient de voir les années 70. Alors, les années 80-90, les sports modernes devenus traditionnels. En fait, du point de vue de la progression du sport fédéral classique, les années 80 marquent l'atteinte d'un plateau. En effet, vers 85, on attend les 14 millions licenciés, puis depuis ça, on stagne environ autour de 13,5 millions, soit environ 20% de la population totale. Et la diversification des pratiques sportives continue, fait que le modèle sportif antérieur deviendra le modèle sportif traditionnel. Et du coup, on va pouvoir apercevoir une réinstitutionnalisation de certaines pratiques qui se disaient libres et en même temps, un détournement de certaines pratiques institutionnelles. On peut prendre l'exemple, de la compétition qui va arriver en vol libre, notamment avec le parapente, compétition aussi en escalade, les activités de plein air, le surf des neiges, VTT et cetera, qui deviennent aussi compétitives. À l'inverse, certaines pratiques qui étaient, pratiquées jusqu'alors avec des modalités institutionnalisées vont être détournées de leur esprit d'origine par de nouveaux pratiquants. Ces nouveaux pratiquants, ils ont souvent des caractéristiques sociales très différentes, ou assez différentes en tout cas, des pratiquants, des premières modalités. Et c'est notamment l'exemple du marathon et des coureurs à pied sur route, qui ont été étudiés par Jacques de France. Jacques de France, il va parler d'inversion symbolique. C'est-à-dire que symboliquement, on va changer, détourner, le premier sens de ces pratiques. Jusque dans les années 80, en France, la course de fond, c'est plutôt, une pratique des milieux populaires et notamment issue de l'immigration africaine et maghrébine. Et cette pratique de course de fond, elle va être récupérée par des pratiquants de milieux favorisés qui vont en faire, d'une part, eh bien, une pratique plus de loisir, de découverte de la nature et du terrain, par exemple le marathon des vins dont je parlais tout à l'heure, vers Bordeaux. Et d'autre part, ils vont en faire une pratique de cadre et de profession libérale, qui promeuvent avant tout le dépassement de soi. Finir des courses de plus en plus longues, comme Marathon des Sables, les ultrafonds, les ultra-trails, les trails tout court, etc., plutôt que la réussite d'un bon chrono. Ainsi donc, les coureurs de fond vont donner une définition de leur pratique sportive qui retourne les critères de la définition établie. Je cite là Jacques de France. Dans Sociologie du sport, paru en 2011 à la découverte, page 97. Je répète, les coureurs de fond vont donner une définition de leur pratique sportive qui retourne les critères de la définition établie. Deuxième point, on voit durant ces années une confirmation de l'importance de l'entretien de soi. Une confirmation et sa commercialisation. En effet, les années 80, c'est l'ère du début des pratiques de remise en forme commercialisées qui n'ont d'autre fonction que d'entretenir le corps en bonne santé pour le bien-être personnel ou pour la ligne. Donc, depuis 85, on assiste véritablement à un marché de la forme, notamment avec les salles de remise en forme. Les sondages et les questionnaires de recherche, grandes enquêtes vont montrer en 94, en 2000, en 2011 que l'on reste environ à 1 Français sur 4 qui pratique, une activité d'entretien corporel. Donc, quand vous me dites, «Il y a de plus en plus, de salles de sport, il y a de plus en plus d'activités de remise en forme» et non, ce n'est pas le cas. On a, globalement, quelque chose qui reste relativement stable, même s'il y a des hauts et des bas sur la période. On a quelque chose qui est assez stabilisé. Enfin, troisième point, on a une relocalisation de la pratique, notamment avec les pratiques de rue.
Ici, c'est un nouveau rapport à l'urbain qu'on va découvrir parce que, les sportifs pratiquent dans des espaces qui sont non spécifiques, qui sont des espaces publics et non plus les espaces naturels comme, on avait commencé à voir dans les années 70. Un espace public, c'est une expression, de la sociologie interactionniste. C'est donc dans les années 80-90 le boom des pratiques urbaines. Il y a 2 grands types, de pratiques urbaines. Il y a les sports qui sont allés dans la rue, qui ont été exportés dans la rue, le basketball, le football, le jogging, l'escalade et il y a d'autres, pratiques qui sont nées dans la rue, comme le skate, le roller, le bicross, freestyle, hip-hop et cetera. Alors, dès son origine, le sport moderne a pris justement place dans un endroit spécifique, réservé. Vous vous souvenez, on en a parlé et c'est d'ailleurs souvent ça faisait partie des arguments pour lesquels on pouvait dire qu'ils se différenciaient tout à fait des jeux traditionnels. Parce qu'ils ont des espaces il y a des espaces spécifiques qui ont été créés pour les, jeux, les sports anglais, les terrains de foot, de rugby et cetera. Avec ces nouvelles pratiques urbaines, eh bien, on voit apparaître une réappropriation de l'espace public par des activités sportives. Néanmoins, on peut voir, qu'il n'y a pas une réelle unité. Parce que, les pratiques, ne concernent pas, les mêmes milieux sociaux et n'ont peut-être pas une même, logique forcément. Je vous donne 3 exemples. Premier exemple, le jogging. Le jogging, il concerne peu les adolescents, surtout, les adultes des classes moyennes et aisées qui cherchent à conserver une certaine forme, physique. Autre exemple, celui de l'escalade urbaine, c'est-à-dire, l'escalade sur des ouvrages publics, les quais du Rhône à Lyon, de la Garonne à Toulouse et cetera. Ça, ça va surtout concerner, en fait, des grimpeurs et des alpinistes qui souhaitent s'entraîner et eux encore, sont plutôt des classes, moyennes, même favorisées, notamment du point de vue du capital culturel. Encore, toujours autour de ça, des pratiques qui sont nées dans la rue, comme, le skate ou le roller. Là encore, on voit une certaine homogénéité du point de vue des caractéristiques sociales, plutôt des jeunes, heu, gens, de milieux assez aisés, et des jeunes, garçons plutôt, qui vont s'approprier ce type de pratique. À côté de ça, on peut voir les sports qui sont allés dans la rue et ça, c'est plutôt, des sports, des pratiques, des modalités de pratique, réservées aux classes, populaires. Donc c'est mon quatrième exemple, il y a 4 exemples à retenir. Quatrième exemple, donc le basket de rue. C'est une pratique qui se développe beaucoup dans les quartiers urbains populaires, ceux plutôt dits sensibles avec un fort taux d'immigration et qui prend comme référence le sport US et les pratiques des Afro-Américains. Dans les premiers temps, les pratiquants sont presque exclusivement des jeunes hommes, souvent issus de l'immigration et dont le style de jeu est bien différent du basket pratiqué en club au même moment. Il est plus viril, on l'a vu en cours magistral, je vous en ai déjà parlé. Il est plus individualiste. Il y a des explications techniques à ça, on l'a vu aussi en cours magistral, mais il y a aussi il faut donner aussi à ça des explications culturelles. Je renvoie aux notes prises lors du cours de régulation. Dans l'ensemble, ces nouvelles pratiques, elles concernent quand même essentiellement la jeunesse. Et certaines, donc surtout celles dites de rue, qui exportent, des pratiques dans la rue, sont souvent associées, parfois à tort, à l'image de la banlieue de la jeunesse en difficulté. Enfin, le sport de rue, ce n'est pas seulement du sport dans la rue, mais du sport de la rue, du sport, des sports de la ville, mais aussi des sports dans la ville. Et il va fonctionner sur, des codes, un esprit radicalement différent d'esprit sportif traditionnel. On y voit une véritable remise en cause du système sportif fédéral, décidément de plus en plus mis à mal. Et voici les travaux de Duret et Agostini en 93 sur sport de rue et insertion sociale.
rapidement, je vous le présente. Ils vont montrer les différences entre sport traditionnel et sport de rue, du point de vue du temps quotidien utilisé, des temps de préparation, des règlements, l'organisation, la diffusion des résultats et de la temporalité sur l'année.